Comme le vent est photogénique. Qui ne s'est jamais assis, les yeux fermés, pour ressentir cette caresse venue d'ailleurs? Qui n'a jamais pris le temps de regarder les arbres bouger au gré du vent? Cette force naturelle, invisible, a toujours été une source de fascination et cela s'est reflété dans l'art, d'un point de vue esthétique, mais aussi poétique. Le vent est dans l'art, cette chose que l'on ne voit pas, mais dont tout l'art est de la faire voir. C'est vrai qu'on ne la voit jamais véritablement, seulement par l'intermédiaire d'objets, de cheveux, des nuages. C'est incroyable d'aimer quelque chose qu'on ne peut voir. On aime finalement son impact sur les choses. C'est pourquoi le cinéma, art du mouvement, s'est emparé de ce trait de la nature afin d'en faire ressortir sa force, sa spécificité par rapport aux autres arts, catalysant le vent pour faire vivre la pellicule et rendre gracieuse l'image cinématographique. Si le vent est ainsi photogénique, c'est parce qu'il nous révèle secrètement quelque chose d'enfoui au monde. Revenons aux origines du cinéma. La volonté des premiers films, dont ceux des Lumières, est de montrer le réel en mouvement, en un cinéma que l'on peut appeler documentaire. Mais ce qui fascine le plus n'est pas seulement l'action humaine, mais la vie involontaire du monde. Un des exemples fondateurs est le repas de bébé. Si cette fascination pour l'invisible traverse l'histoire des arts, c'est au tournant du XXe siècle que le cinéma lui offre un corps. Avant d'être un symbole, le vent a d'abord été l'irruption brutale du réel dans une image que l'on croyait figée. Dans Repas de bébé, si l'action filmée est une prouesse cinématographique de par sa nouveauté, révélant la technique du défilement photographique par ce sujet des parents nourrissant leur enfant, au centre de l'image, en une pure composition, ce n'est pourtant pas ce qui marque les spectateurs de l'époque. Cet acte nourricier avait déjà été peint, photographié, mis en scène au théâtre, et le mouvement appuie certes le réalisme, mais n'innove pas véritablement. Ce qui marque, c'est qu'au bout de quelques secondes, derrière eux, se révèle le vent. Chose inédite et qui retient l'attention des spectateurs par ce mouvement désordonné, libre du vent sur les feuilles. C'est alors sa première apparition dans le monde du cinéma. Si l'on compare la sortie des usines et cette scène, ce qui apparaît, c'est toute la substance réaliste qu'exprime ce vent. Il apporte une énergie en un mouvement qui vient donner vie aux choses inertes autour. Ce n'est plus une représentation du monde, mais le monde tel quel. Après cette découverte, le vent devient alors un motif dont se saisissent les frères Lumière avec gros temps en mer, ou bien mauvaises herbes, ou des chargements d'un navire, qui sont pensés de manière à composer le plan avec le vent, mettant en mouvement la vapeur ou la fumée et cherchant à capter cette chose invisible qui peuple notre univers et même s'il est erratique, un équilibre s'en dégage, harmonieux, qui même violent reste doux. Ensuite, quand le cinéma vient aux mains des artistes, le vent devient un sujet de composition d'une œuvre, un outil, et il se questionne quant à sa présence. Comment l'inclure dans son art, dans son image? Le vent devient alors le cœur d'un questionnement sur l'esthétique d'un art. Très vite, les pionniers comprennent que ce mouvement désordonné peut devenir un outil de composition. Le vent quitte alors le champ de l'observation pour devenir un motif esthétique conscient permettant de sculpter l'espace et le temps. C'est d'ailleurs ce que cherche à montrer Epstein dans Le Tempestaire avec ce souffle en bande-son, révélant l'immensité de ce phénomène. Evans, lui, le représente aussi dans son Mistral, en une peinture de cette mobilité-liberté où le vent se révèle dans toute sa beauté, sa force profonde. Et parfois, il arrête l'image pour montrer des êtres lutter avec le vent. Ce sont des pauses, révélant que le vent est un indice de réalité. Ainsi, le décor, vivant, est aussi primordial que l'action première, en cette invisibilité, source de réalisme. Dans Le Meunier et le Ramoneur de George Smith, qui est un ancien film composé d'un seul plan fixe, où deux hommes se jettent de la suie et de la farine, tandis qu'un moulin tourne en arrière-plan. Moulin qui rythme aussi ici le plan par la force du vent, qui fait aussi planer les particules lancées, donnant un aspect plastique aux éléments, une dimension plus importante, qui dépasse même le cadre et laisse apercevoir dans l'immobilité de la caméra la vie autonome du monde, son mouvement. Toutefois, certains préféreront le tournage en studio pour tout maîtriser, pour pas que le vent ne devienne contrainte, par peur de perdre la qualité de la prise de voix qui se révèle compliquée au début du cinéma. Mais alors disparaît ce réalisme du vent comme force visuelle, et la beauté se perd, celle du cinéma, car sans cette vie, sans cette nature, c'est un tableau qui se crée et non pas un film. Et la beauté du cinéma vient de ces mouvements qui sont nécessaires. L'absence de vent est dans un sens l'absence de vie. C'est pourquoi les films en studio paraissent détachés du monde. La brise révèle une opposition centrale entre image fixe et image vivante, celle qui n'a pas de vie et celle qui, sans bouger, laisse vivre le mouvement du monde. C'est ce que révèle Le Chèque blanc de Federico Fellini. L'image fixe ici appuie la supériorité du vent dans ce roman photo où caméra et figurants sont statiques, où tout est léger, sauf ce vent inarrêtable. Il rappelle bien que la vie échappe à la mise en scène, le monde est toujours en mouvement. Cela fait écho avec la scène d'ouverture d'une histoire de vent de Joris Ivens quand il filme le ciel et les ailes d'un moulin. Le vent montre ce qui fait exister le plan, car sans sa présence, l'image ne serait que photo. Puis, dans l'avant-dernier plan du film, on peut voir le cinéaste qui se lève face au vent, laissant sa chaise immobile. Le sable derrière s'envole, mais l'homme non, ni la chaise.
Le réalisateur témoigne d'une certaine manière de l'importance du grain de l'image par ce sable aérien, que tout ceci n'est pas une photo, mais bien un film, par ces particules libres et involontaires qui parcourent l'image. Le réalisateur expose tout le défi qui existe sur le fait de réussir à filmer le vent. Cette violence qui perturbe les choses, qui les embellit, mais qui peut aussi les détruire. Puis à un moment, un plan du vent sur des reliefs est suivi d'une statue de Bouddha. Quelque chose qui peut paraître abstraite, inattendu, mais qui révèle un parallèle sur la création. Le vent, comme l'artiste, façonne avec une vision invisible dont seuls les effets et traces témoignent de l'existence. Le vent existe car on en voit ses impacts sur le monde. L'artiste existe et on le voit dans un film par le montage, les mouvements de caméra. Tous deux sont les créateurs d'actes invisibles qui façonnent un univers, un espace. Le souci est d'apprivoiser le vent afin que ses pouvoirs de fascination se déportent sur l'intrigue pour la rendre plus captivante. C'est la pensée que déploie Griffiths dans une interview, lui qui dans One is Business, The Other Crime, où toutes les scènes en extérieur sont dominées par le vent, qui toutefois est maîtrisé, canalisé pour appuyer ce qui sera l'action, le lieu de l'action. Ici, une scène de cambriolage. Ou encore dans Un homme est passé de John Sturge. Ici, Macready va enquêter sur les terres d'un fermier assassiné, mais il ne trouve rien. Et c'est finalement le vent qui le guide vers une éolienne où à son pied se révèle un puits convoité par les habitants qui ont tué le fermier. Tout l'art du cinéaste est de répondre à cette question, comment maîtriser le vent, outil réaliste, afin d'apporter à son récit sens et poésie. Car le vent est bien plus indocile au cinéma que dans d'autres arts. Un exemple absolument poétique est l'utilisation du vent dans les fraises sauvages de Bergman. Isaac, le papy, se baladant, s'arrête et regarde les arbres secoués par le vent. Ce mouvement hypnotique le replonge dans son passé, par un fondu enchaîné lié au vent, aux arbres, aux nuages, tout cet espace aérien, léger comme Isaac, face à ses souvenirs qui créent pourtant la mobilité de son regard. Le vent devient mouvement du regard et de la mémoire, et surtout une force narrative. Dans Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson, qui est sous-titré poétiquement « Le vent souffle où il veut », le vent souffle en effet où il veut et attise le désir d'évasion. Le personnage a une prise de pouvoir sur la matière pour bricoler sa fuite, puis enfin, il s'évade et une nappe de fumée blanche que le vent va dilater témoigne de sa liberté et qu'il va enfin vivre dans un monde sur lequel il n'a pas à agir. Il n'y a ni mots, ni mouvement de caméra, ni effet de montage, mais uniquement ce mouvement aérien qui pourtant porte tout le sens de ce plan. Nous retrouvons aussi cela dans La forêt de Mogari de Naomi Kawase, où dans un plan d'ensemble, avant que les deux héros ne se perdent en forêt, ils sont en voiture à travers les terres. Et les plans de coupe font exister le monde décor rapidement, implicitement, le paysage n'étant pas l'essence du plan, mais l'ambiance de la séquence. Le vent permet ici de rendre sensible une autre manière de parcourir le plan dans un motif esthétique pur, décalé, et en contraste avec la narrativité passée. Sa simple présence exacerbe le motif du film et suggère des interprétations au spectateur avec une force poétique inégalable. André Bazin, critique cinéma, l'explique dans son texte Montage interdit. Pour qu'une situation cinématographique existe pleinement, prenne sens et soit tangible au réel, elle doit emprunter au réel sa densité spatiale. C'est-à-dire que la fiction doit laisser par le montage la possibilité de montrer le corps se confrontant réellement au monde auquel il participe. Il conclut que le comique use de ce réalisme naturellement, car il intègre cela dans sa conception où la réalité devient absurde. Keaton, dans Steamboat Bill Jr., se confronte aux choses, et il use du vent pour conférer une présence énorme, qui devient le catalyseur de l'absurde, où les corps et les objets prennent des mouvements insolites que le plan large permet d'englober. Ce vent d'ailleurs travaille à cette existence des êtres et des choses pour qu'elle apparaisse d'autant plus crédible, qu'elle soit moins fondée. Ainsi, il fait sens aussi bien pour la nature même du plan que pour la diégèse, pouvant parfois agir directement sur l'histoire quand le cinéaste en use à des instants clés de son récit. Par exemple dans La lumière d'en face, Brigitte Bardot, ici Olivia, est une force de la nature emprisonnée dans une station-service morne. Alors que son mari Georges est cloué par son impuissance, le vent agite constamment les cheveux et les robes légères d'Olivia. Il souligne sa jeunesse et sa vitalité en mouvement face au monde statique des hommes. C'est un outil de mise en scène qui permet au réalisateur de filmer le désir sans le nommer, créant un climat de tension sexuelle permanent. Il traduit l'état d'irritation nerveuse de Georges, dont la jalousie maladive est attisée par ce bourdonnement extérieur qu'il ne peut contrôler. Puis dans une scène clé du film, Bardot est entourée par ce vent, révélant l'intensité émotionnelle de cet instant comme une libération, car elle se laisse vivre au bras de son amant, ce qui annonce aussi la tension et les conflits à venir. Le vent est alors un élément qui accentue les thèmes du film, mais parfois, plutôt qu'accentuer, il incarne l'esprit du film. L'éclipse d'Antonioni suit la fuite d'une vie toute tracée par une femme. L'émancipation de Vittoria ne passe pas par un discours, mais par un regard. Antonioni invente une caméra qui ne suit plus seulement les personnages, mais qui s'attarde sur ce qu'ils regardent, ou plus radicalement, sur ce qui survit à leur absence.
l'arbre qui se meut ou les éléments du chantier ne sont plus des arrière-plans. En s'arrêtant sur eux, Antonioni leur donne une autonomie. Le vent devient le métronome d'un temps pur, vide d'événements humains, mais plein d'existence physique. En y embrassant Piero, son ex, Vittoria s'inscrit dans cette forme d'inachevé que représente le chantier où il se trouve. Elle ne construit pas une relation, elle habite un intervalle, et ce monde en est accompagné par des temps morts, des moments gratuits qui le symbolisent comme se tirer de ballon, ou bien l'ivrogne dont la voiture finit au fond du canal. Antonioni joue avec nos attentes de spectateurs pour mieux les décevoir et nous montrer la possibilité d'un autre monde, comme ce qu'est en train d'immiscer Vittoria. Nous suivons un moment un homme sortant de la bourse, et tout nous pousse à l'imaginer allant vers un suicide certain. Et pourtant, nous le retrouvons à la terrasse d'un café, dessinant des fleurs. Déçu du réel boursier, cet homme s'extrait du système comptable de la bourse pour rejoindre le monde de Vittoria, celui du geste inutile, donc libre. Ces actions ne font pas avancer l'intrigue, elles dilatent le réel. Le vent qui agite les objets autour de ces scènes renforce cette impression de flottement, où le sens n'est plus dicté par la fonction, l'argent, le mariage, mais par la présence. L'opposition entre le vent des ventilateurs et le vent naturel y est capitale. Le vent artificiel, les ventilateurs, c'est un vent maîtrisé qui vient nimber Vittoria comme objet de regard, de désir. Dans les bureaux de la bourse ou chez Piero, les ventilateurs créent un vent clos, circulaire. C'est un vent de studio qui sculpte Vittoria pour le regard masculin. Elle y est une icône, un objet de désir piégé dans un courant d'air maîtrisé. Alors qu'au contraire, le vent de l'esplanade ou celui des arbres est imprévisible. Il ne la nimbe pas, il la traverse. Quand Vittoria regarde les arbres mus par le vent, elle ne regarde pas une image, elle contemple une force. Ce vent réaffirme son refus de l'emprise. On ne possède pas le vent, on l'éprouve. L'ultime basculement se révèle lorsqu'elle savoure le vent sur elle. Elle n'est plus la femme d'eux ou l'amante d'eux, elle est un corps en contact avec l'air. D'ailleurs, la dernière fois que nous la voyons, c'est quand elle se libère de Piero, derrière le grillage qu'il représente. C'est le moment où elle quitte définitivement le champ de la représentation romantique. La célèbre séquence finale de 7 minutes, où les deux amants ne viennent pas au rendez-vous, est l'aboutissement de ce tout. En filmant des objets, une borne fontaine, un jet d'eau, des lignes électriques, la lumière d'un réverbère, Antonioni montre que le monde continue d'agir sous l'effet de forces invisibles. Le vent, la lumière, l'eau. Tout comme le vent fait agir la matière, l'image d'Antonioni fait agir le regard du spectateur. Vittoria ne s'évapore pas. Elle se dissout dans la matérialité du monde pour enfin lui appartenir vraiment, hors de toute aliénation sociale. Ainsi le vent souffle tout entier sur le film, incarnant cette femme, sa pensée, ses désirs, son monde. Si la lumière d'en face témoigne d'un vent organique comme motif à la diégèse du film, le vent dans l'éclipse est poétique, exprimant l'évolution de la pensée d'un être. Mais le vent peut aussi être le tout. Dans le chef-d'œuvre de Jean Epstein, La chute de la maison Usher, l'opposition entre l'image fixe et la vibration du mouvement constitue le cœur battant du récit. Si le vent n'est pas le sujet manifeste, il en est le moteur de son rapport à l'être. Il est l'élément qui insuffle la vie à la matière inerte et qui transforme le manoir en un organisme vivant. Roderick Usher vit reclus dans une demeure en décomposition, aux côtés d'une Madeleine dont la vie s'étiole. Cette dégradation n'est pas seulement physique, elle est mentale. Epstein suggère la folie de Roderick par un montage alterné. Lorsqu'il joue de la guitare, des plans de nature tourmentée surgissent, créant une équivalence entre ses accords et le fracas des éléments. Roderick ne se contente pas d'observer la tempête, il finit par faire corps avec le vent dans le corridor, ses gestes épousant l'instabilité de l'air. La mort de Madeleine marque un basculement. Roderick entre alors dans une ronde obsessionnelle, il tourne sur lui-même, devenant littéralement l'incarnation de la tempête qui gronde au dehors. Ce n'est plus un homme qui attend, c'est un vortex qui appelle le retour de l'aimé. Le vent devient alors une sortie du tombeau. Il ne s'agit plus d'un simple courant d'air, mais de la manifestation spectrale de Madeleine. À cet instant, la caméra elle-même s'affranchit des lois de la pesanteur pour faire corps avec le vent dans cette animation de l'inerte où le souffle fait bouger les armures, balaie les livres et attise la combustion du portrait maudit. En ouvrant violemment les portes, le vent transforme le cadre de la porte en un tableau-fenêtre final et révèle la libération par le mouvement. Et tout est là. Le film s'ouvre sur des tableaux vierges, témoins muets de mouvement et de libération passée. En conclusion, c'est l'essence même du cinéma, le mouvement des images qui permet d'échapper aux statiques mortifères. Là où la peinture fixe aspirait la vie de Madeleine, le vent, mouvement cinématographique, la lui rend et libère les amants de leur prison de pierre. Le film d'Epstein démontre ainsi que si la fixité est synonyme de tombeau, le mouvement est l'unique chemin vers la transcendance. Et soudain se révèle la nature du cinéma. Le vent est alors bien plus qu'une force narrative, il devient le cœur d'un art. La puissance fondamentale du cinéma réside dans sa capacité à imposer un cadre et une posture au mouvement incontrôlable du monde. En laissant le temps à la brise de surgir, le cinéaste permet à l'œil du spectateur de se poser. Cet acte est profondément politique. Le vent n'est pas qu'un effet climatique, il est l'indice de la réalité qui crée le monde au sein du plan, révélant une singularité du réel si quotidienne qu'elle en devient fantastique.
le cinéma dominant, éprouve souvent une méfiance vis-à-vis du vent, la crainte que des images trop expressives ne l'emportent sur le récit et ne détruisent les formes narratives classiques. Dans Twister, la tornade est le centre de l'intrigue, mais l'image reste nette, presque clinique, le tumulte est contenu. Pareil dans Phénomène de Shyamalan, le vent apporte la mort et la folie, mais il reste un danger invisible qui refuse de menacer la structure même du visible. C'est une domestication du chaos. Alors qu'au contraire, dans Wall-E ou Interstellar, le vent conserve un caractère inquiétant et inexpliqué. Le sable volant chez Nolan évoque par une forme d'angoisse figurale l'héritage de Victor Sjöström. Le vent y est le signe d'une fin de la représentation, une menace sur le mouvement et le visible. Dans Le vent de Sjöström, une jeune fille, Letty, rejoint la ferme de son cousin pour travailler. Elle apprend très vite que la région est venteuse, et un homme lui dit que ce vent rend fou, surtout les femmes. En arrivant, Letty fait face à la jalousie de l'épouse de son cousin, et plus tard refuse la demande en mariage de 2 hommes, et se voit obligée d'accepter finalement pour l'un d'eux, car l'épouse de son cousin lui impose de quitter les lieux. Puis comprenant que Letty n'aime pas cet homme, il part, la laissant seule. Le vent, caractéristique du pays où se rend Letty, porte un symbolisme fort quant à l'acceptation d'un rôle social dont elle doit se contenter. Le vent vient violemment heurter le visible, annonçant cette violence sociale et sexuelle que Letty va subir. Juste avant la scène de viol que Letty subit, le sable pénètre l'espace domestique malgré la résistance d'une fabrication humaine, donnant forme à ce vent menaçant, et traverse une lampe, puis se mêle au feu, scandé avec des plans de Letty terrifiée. Le corps devient poussière, celui enterré, mais aussi celui représenté. En tout cas, il révèle l'aspect éphémère des êtres et des images par le caractère apocalyptique, cette fin de quelque chose. Le film illustre la capacité du cinéma à dessiner un monde où l'objectif et le subjectif se confondent. Si le vent dans l'œuvre de Sjöström témoigne d'une force masculine imposante, il prend tout son sens dans le rapport qu'il y a entre le monde et Letty. Pour Letty, vivre signifie accepter le mouvement implacable du monde, comme en témoigne le vent qui interrompt le bal à un moment donné. Letty incarne à merveille ici l'idée de ce corps face au monde, aussi bien humain que naturel, par ce vent presque personnage. Et cette maison fait écho à celle dans Solaris de Tarkovsky, dans le plan final où l'homme est seul dans un espace restreint du monde, rappelant qu'espace et corps sont par l'image filmique une seule et même texture pour un signifiant, avec des caractéristiques qui lui sont propres dans le cadre, les couleurs, les mouvements, et le corps vient accentuer l'espace du plan, il le produit. Car si le vent apporte une réflexion sur l'humain, il en apporte aussi sur le médium cinématographique. Il faut alors rappeler l'aspect comparatif du spectateur et de l'image. L'image est un moyen de témoigner du réel pour exprimer une sensibilité nouvelle du monde, du corps et des choses. Ce questionnement se révèle chez Kitano, dans son film Achille et la tortue, où le vent symbolise les traumatismes de l'enfance, la perte de l'argent, mort du père et le suicide de la belle-mère. La BO accentue cette présence dans un espace où l'enfant est contre ce vent et s'oppose à ce monde mouvementé par l'image fixe, la peinture forçant le monde à s'arrêter pour le capter. Kitano cherche ici le subtil, rendre sensible la durée par des mouvements infimes au sein de la fixité. Le film interroge le mouvement permanent, inhérent au cinéma, une esthétique prédominante. Lors de l'accident de voiture, la fixité est embellie par les mouvements légers au sein de cet ancien gros mouvement qui est arrivé hors champ. En tant que poète, Kitano filme tout sauf le mouvement et la violence comme en témoignent ses films. Mais pour lui, faire un tableau de cinéma, ce n'est pas figer l'image, c'est rendre sensible sa durée où les mouvements infimes viennent apporter un sens évolutif et une narration différente, portant davantage l'attention du regard. Ce qui rend sensible la brise, qui fait palpiter le monde, c'est la conciliation du mouvement cinéma avec l'immobilité pour réinventer son état. La brise devient alors le signe du temps qui passe, conciliant l'immobilité de la toile et le mouvement du film. Le vent peut donc servir d'invention figurale, comme le miroir de Tarkovsky en témoigne. Dans cette œuvre du cinéaste russe, il y a une scène où le vent pousse vers l'autre dans un rapport au monde partagé, liant par le regard et la bise, la liaison qui existe entre cet homme dans un champ au loin et cette femme assise, immobile, malgré le montage qui les sépare. Le coup de foudre devient coup de vent. Le vent permet ici de faire vivre l'invisible, des êtres, de donner une présence, donnant la forme d'un souvenir, d'un fantôme. Dans Invictus de Clint Eastwood, le vent rappelle dans un lieu l'effervescence passée d'un Mandela actif et iconique. Dans Post-Smerty de Bauer, le vent fait revivre, même si en studio, une défunte dans un rêve. Dans Rétribution de Kiyoshi Kurosawa, l'apparition d'un fantôme est directement liée au vent, ou dans une maison, espace sans vent, l'esprit est associé à ce mouvement naturel pour témoigner sa présence fantomatique. Le vent fait ainsi fusionner les textures et les interprétations. Dans Under the Skin, le vent est associé au corps de cette extraterrestre, en un fondu prolongé, comme si elle faisait partie d'un tout, témoignant son désir d'être humaine, de faire l'expérience d'un corps similaire à celle du monde. En un sens, un véritable parallèle du cinéma qui souhaite malgré sa différence, sa matérialité, représenter le monde, les êtres qui la composent. Et c'est ce que permet le vent, comme le révèlent Epstein et Ozu.
Dans leurs œuvres, ils font vivre le vent par ses vêtements pendus, en une poésie du quotidien, où le vent donne vie à un imaginaire aérien. Il représente le corps venteux, sans l'enfermer, offrant au cinéma sa forme la plus pure, un mouvement dans la fixité. En définitive, le vent au cinéma dépasse largement sa simple fonction climatique pour devenir l'un des plus puissants agents révélateurs du médium. Dans l'irruption accidentelle dans le repas de bébé des frères Lumière, à sa maîtrise esthétique chez Antonioni ou Epstein, il trace une ligne de crête entre la captation brute du réel et la création poétique. Si Antonioni affirmait que le vent est photogénique, c'est parce qu'il force le cinéma à affronter sa propre nature, celle d'un art du mouvement qui paradoxalement cherche à fixer l'insaisissable. Le vent ne se laisse pas cadrer sans résister. Il apporte avec lui une part de chaos, une autonomie du monde qui rappelle sans cesse au cinéaste que le vent excède toujours la mise en scène. Filmer le vent, c'est finalement accepter de filmer le temps lui-même. C'est transformer en une membrane poreuse où, entre le mouvement pur et l'immobilité contemplative, finit par surgir la vérité d'un visage ou la fragilité d'un souvenir. Le cinéma, en capturant ce souffle, ne se contente pas de représenter la réalité, il lui rend sa respiration.